XHA12, c'est le prénom bizarre du gosse d'Elon Musk. Mais aujourd'hui, comme d'hab, on va parler d'Oppenheimer et du projet Manhattan. Bon, vous commencez à me connaître, hein, il y a une trentaine de vidéos sur la chaîne. On va repartir depuis le début, bah oui, c'est comme ça que je fais à chaque fois, de toute façon. Donc on va rapidement parler de la vie de Oppenheimer et ensuite on va parler du projet Manhattan. Alors, qui était Oppenheimer? C'est lui. Voilà. Alors, le projet Manhattan. On monte le niveau des blagues hein, aujourd'hui, fou là là. Alors, Oppenheimer, c'était un physicien américain, docteur en physique, hein, qui plus est, qui était plutôt pas mal impliqué dans le projet Manhattan, puisque c'était le directeur scientifique. Et le projet Manhattan avait juste pour but de construire des bombes nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'était pas un projet très diplomate, on va dire. Hein. Donc, diplômé d'Harvard et, comme je l'ai dit, docteur en physique, il était plutôt calé dans son domaine. Entre ses thèses sur les trous noirs et ses travaux en mécanique quantique, il était plutôt pas mal réputé dans la communauté scientifique. Alors, vraiment, le gars était chaud, très chaud. Donc, on avance pas mal. Il est né dans les débuts 1900 et là on avance très rapidement en 1943 aux jeunesse du projet Manhattan. En fait, il y a des Américains qui apprennent que les nazis développent des armes nucléaires. En fait, ils appellent pas trop ça comme ça, mais ils appellent des armes qui vont utiliser les atomes et la fission des atomes. Et les physiciens américains sont unanimes, si ça pète, ça va être très puissant. Donc Einstein et Szilard, je pense que ça se prononce comme ça, hein, c'est un peu, ça s'écrit comme ça, donc c'est un peu compliqué, envoient une lettre au président des États-Unis pour l'avertir que les Allemands construisaient une arme potentiellement hyper destructrice. Et très rapidement, en retour, les scientifiques ont une réponse en mode ok, on va faire pareil. On va développer une arme nucléaire et je vous donne la thune qu'il faut, il n'y a aucun souci. Donc le projet Manhattan commence. Une armada de scientifiques partent à Los Alamos, qui est une ville au Nouveau-Mexique, ils vont tous s'y mettre et taffer sur comment t'exploser la gueule à un gros coup de bombe nucléaire. Je vous fais juste une petite aparté pour parler de la masse critique d'une bombe nucléaire. La masse critique d'une bombe nucléaire, en fait, c'est la masse minimum fissile qu'il y a besoin pour un certain type d'atome pour commencer une réaction en chaîne. Une réaction en chaîne, c'est quand un atome se casse et qu'il en casse d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et ainsi de suite, et ça s'arrête jamais. Et il faut que la réaction en chaîne soit auto-entretenue. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'agent extérieur qui vient bombarder de neutrons, par exemple. Non, il faut qu'elle soit auto-entretenue. Genre, ça pète une fois, et ça pète, on laisse faire, et tout explose. Ça, la masse minimale de matière fissile qu'il faut, c'est la masse critique. Et c'est comme ça que marche une bombe atomique. On balance la masse critique, par exemple d'uranium, la réaction en chaîne commence, et on laisse faire. Plus la masse critique est basse, mieux c'est, parce que plus on peut mettre d'explosifs. Voilà. Et donc, à la base de la base, Oppenheimer devait travailler sur la masse critique de l'uranium-235 et potentiellement du plutonium-239, pour essayer de réduire au maximum cette masse, enfin qu'elle soit la plus petite possible, donc il y ait le plus d'énergie au même endroit, et pour faire la bombe nucléaire la plus puissante possible. Enfin bref, les Américains, les Canadiens et les Anglais s'allient pour commencer le projet Manhattan et commencer à construire des bombes nucléaires au Nouveau-Mexique. On va avancer rapidement, il y a eu plein de trucs à droite à gauche pour avoir un certain type d'uranium, un certain type de plutonium, etc. On va avancer rapidement, même si l'Allemagne nazie capitule le 8 mai 1945, bien qu'Oppenheimer ait dit « Voilà, ils ont capitulé, on peut arrêter les travaux sur la bombe nucléaire et on se concentre, on continue sur le nucléaire mais pour la production d'énergie par exemple. » Et ben non, Truman a dit non, on va continuer les recherches pour la bombe nucléaire et on va tout faire péter. Même s'il n'y avait plus vraiment de course, parce que c'était un peu comme une course entre l'Allemagne et les USA à qui allait avoir la bombe nucléaire en premier. Donc voilà, les États-Unis vont gagner évidemment, parce que l'Allemagne nazie capitule, donc ils n'ont plus rien, on va dire. Mais ils continuent la recherche de la bombe nucléaire, même s'ils sont plus en guerre. Bon, il y a quand même le Japon. Oppenheimer et ses équipes se mettent d'accord sur la bombe à fission. Ils avaient aussi une idée de bombe à fusion, mais bon, les technologies n'étaient pas encore assez bonnes, donc ils se mettent d'accord sur la bombe à fission nucléaire, qui marchera donc à l'uranium enrichi, donc l'uranium-235, potentiellement du plutonium-239 si les quantités arrivent à suivre, parce que c'est très très compliqué d'avoir du plutonium-239. Surtout à l'époque. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais naturellement, on trouve de l'uranium un peu partout sur Terre, sauf que c'est de l'uranium-238, appauvri, pas très fissile. Donc on va l'enrichir pour avoir un autre isotope, le 235, qui lui explose des darons. Pourquoi je parle comme ça, moi? Enfin bref, ils innovent pour apprendre à enrichir l'uranium, et arrive un moment en juillet 1945 où ils ont 50 kg d'uranium enrichi. Là, tu peux déjà faire une sacrée bombe. Donc c'est ce qu'ils font. Ils construisent la première bombe nucléaire. C'est une bombe à insertion. Je
Je vais vous mettre un schéma et je vais vous expliquer. C'est-à-dire, une bombe à insertion, il y a un bloc d'uranium qui vise un autre bloc d'uranium qui va réceptionner ce bloc, et lui, on va le faire péter à la base, donc comme une balle, il va partir à fond pour taper l'autre bloc d'uranium. Au moment de l'impact, la masse critique va être atteinte, l'énergie suffisante pour commencer la réaction aussi, et là, normalement, ça devrait péter. Ça va péter! Cette architecture de bombe s'appelle la bombe Little Boy, bombe à uranium-235 à insertion. Le problème avec cette bombe, c'est que c'est un peu du tout ou rien. En fait, l'insertion, ça marche pas trop. En fait, il peut avoir une mauvaise insertion, une mauvaise trajectoire, un tout petit peu dévié, et la réaction en chaîne se fait pas super bien. La masse critique est pas parfaitement atteinte. Une explosion peut arriver, mais peut être 1000 fois moins puissante. De base, Little Boy, c'est genre 15 kilotonnes de TNT, donc c'est-à-dire 15 millions de kilos de TNT. Alors que si ça pète pas forcément, en fait, ça va être équivalent à quelques tonnes seulement de TNT. Donc c'est pas dingue, quoi. La bombe à insertion, c'est un peu complexe. Mais c'est comme ça qu'ils font, et donc Little Boy est une bombe à insertion. Oppenheimer et ses équipes, évidemment, réfléchissent à une autre architecture de bombe, mais pour ça, il faudrait du plutonium-239. Le groupe de Los Alamos crée alors le réacteur X10, et ils arrivent à construire du plutonium-239. En fait, ils partent de l'uranium-238, et ils arrivent à faire de l'uranium-239, qui va ensuite devenir du neptunium-239, pour finir en plutonium-239. C'est tout un micmac d'atomes, tout ça je ne connais pas, je ne sais pas tous les procédés qu'ils ont pour le faire, heureusement d'ailleurs, mais en tout cas ils arrivent à avoir du plutonium-239. Il faut savoir que le plutonium-239 c'est genre beaucoup plus fissile que l'uranium-235. Déjà que l'uranium-235 c'est un truc de ouf comment c'est fissile, là c'est beaucoup plus fissile, donc potentiellement beaucoup plus d'énergie, quoi. Pour un ordre d'idée, en novembre 1944, ils arrivent à sortir 500 mg de plutonium. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, je vais te dire, c'est toujours ça. On part un peu dans le passé, du coup, en 1944, ils arrivent à avoir du plutonium en assez grosse quantité. Et hyper pur. Même plus pur que ce qui devait être. Ils ont même du plutonium 240. Mais le réactif est tellement puissant qu'une bombe à insertion, ça va pas, ça ne marchera pas. Car le plutonium 240 est tellement difficile que la réaction en chaîne commencerait avant le moment où elle devrait commencer. Donc la puissance serait beaucoup moins élevée. Tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont réfléchir à une autre architecture. C'est Oppenheimer qui va réfléchir à une autre architecture et il va imaginer la bombe à implosion. Une bombe à implosion pour explosion. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça marche pas. Et là, pour le coup, on peut mettre le plutonium 239 et 240 dans une bombe à implosion. Et cette architecture-là s'appelle l'architecture Fatman. New York. Ou pas d'ailleurs. Donc, pour une bombe à implosion, il y a des explosifs, en fait, une espèce de boule d'explosifs, et au centre, un cœur de plutonium. Les explosifs vont exploser, spoiler, et l'onde de choc et la compression qu'il va avoir au milieu va faire que le plutonium 239 et 240 contenu dans le cœur va atteindre sa masse critique. Au centre, il y a, on va dire, plein de neutrons qui vont pouvoir commencer une réaction en chaîne, et donc ça va comprimer à mort, atteindre sa masse critique, et boum badaboum boum boum. Ou boum badaboum boum boum sur Nagasaki. Hein, c'est pas juste boum badaboum boum boum, c'est tu rases une ville. Voilà, c'est le nucléaire, quoi. Pour monter la bombe et le plutonium qui est à l'intérieur, en fait, il y a deux hémisphères. Il y a un hémisphère de plutonium et un autre hémisphère de plutonium, comme ça, voilà. C'est comme ça qu'on monte une bombe. On peut pas faire une boule de plutonium, on va dire. On va dire que là, donc, ils avaient juste réfléchi à l'architecture, quoi, une bombe à implosion. Et les deux premiers hémisphères de plutonium qui arrivent à Los Alamos arrivent le 2 juillet 1945. Et après quelques hésitations de la part d'Oppenheimer pour savoir si on testait vraiment la bombe nucléaire, ils décident de la tester. Donc ils en construisent une avec les deux premiers hémisphères. Ils ont donc créé une bombe à l'architecture Fatman avec deux hémisphères de plutonium 239 et la bombe s'appelle Gadget. Et un nouveau projet est nommé, c'est le projet Trinity. Et c'est le 16 juillet 1945, une bombe de 20 kilotonnes, donc 20 millions de kilos de TNT, explose dans le désert. Elle laisse derrière elle un cratère de 76 mètres de diamètre, rien que ça. Plutôt puissant, quoi, le bousin. Oppenheimer aurait alors prononcé ces mots « Je deviens la mort, je suis le destructeur des mondes ». Pas ouf, hein. Il faut savoir qu'Oppenheimer ne voulait pas bombarder des gens avec ses bombes. Compréhensible, pour le coup. Et que les chercheurs, à la fin de la guerre, devraient tous retourner chez eux pour continuer leur recherche sur le nucléaire, mais que le programme nucléaire devrait s'arrêter. Parce que c'est too much, quoi. On joue pas avec les atomes, quoi. On est qui pour jouer avec ça? Oppenheimer voulait également que tous leurs travaux sur l'atome soient aussi donnés aux Russes, pour qu'ils puissent en profiter pour construire de quoi créer de l'énergie. Hein. Pas t'atomiser la tronche, quand même. Vraiment pour que tout le monde, toute la planète, puisse en tirer des bénéfices. Mais Truman
bah je crois que vous connaissez l'histoire, il était pas trop de cet avis pour le coup lui. Lui, il a voulu que les secrets persistent et ils allaient bien bombarder les Japonais quoi. Et il voulait surtout que le développement de bombes nucléaires continue et il s'est jamais arrêté. Moins d'un mois après l'essai de Gadget le 16 juillet 1945, et c'est le 6 août 1945 que Little Boy, donc la bombe à insertion, rappelez-vous, est larguée sur Hiroshima. Ils ont même pas le temps de comprendre ce qui se passe, les Japonais, que 3 jours après, c'est Fat Man, une bombe à implosion, donc, au plutonium, beaucoup plus puissante, tape Nagasaki. Vraiment, ils ont fait fort, 200 000 civils sur 3 jours. Vraiment, pour le coup, chapeau. Après avoir été félicité pour ses travaux, Oppenheimer doute vraiment des décisions et des félicitations qu'il a, parce que, bon, il a été félicité pour avoir tué 200 000 personnes d'un coup comme ça, 200 000 civils en plus. Donc, bon, pas ouf quoi. Il faut savoir quand même que Oppenheimer, même si pour lui, le Japon n'était pas obligé de se prendre 2 bombes nucléaires, il ne pensait pas, avant de les faire exploser, qu'elles feraient autant de dégâts. Et certes, il n'avait pas le fin mot de l'histoire, mais pour lui, ça allait tuer une vingtaine de milliers de civils. Bon, c'est quand même 20 000 personnes, mais c'est 10 fois plus. Quand même, en fait, ils ont sous-estimé la puissance des bombes. Après avoir vu le désastre que Oppenheimer et ses équipes avaient créé, bon, beaucoup de gens ont continué à travailler sur le développement des armes nucléaires, mais pas Oppenheimer. Oppenheimer, il a décidé de se repentir et de dédier le reste de sa vie au contrôle des armes nucléaires. Vraiment, un contrôle international des armes nucléaires. Pour pas que tout le monde en ait, quoi, parce que c'est beaucoup trop destructeur. En fait, c'est juste n'importe quoi. Une arme nucléaire, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, il a dévoué le reste de sa vie vraiment au contrôle de ces armes, pour pas que tout le monde en ait, pour pas que ça tombe dans les mains de n'importe qui. Bon, c'est tombé dans les mains de beaucoup de gens. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a un Coréen qui s'amuse à en faire péter. Des petites, mais quand même. Mais bon, Oppenheimer, on peut pas démentir ça, quoi. Il a quand même beaucoup contribué, quoi, au développement de ces bombes nucléaires, quoi. C'était une tronche, le mec, quoi. Il a eu les idées de quasiment tout. Donc, oui, certes, il plaide coupable. il est affligé par ce qu'il a fait, mais il l'a fait. Donc, bon, au final, voilà. Il a ensuite été pas mal persécuté durant les McCarthy, je sais pas comment on dit, mais parce qu'il était un peu plus communiste que les autres, quoi. Parce qu'apparemment, il était issu d'une famille libérale, quoi. Il était plus de gauche que les Américains, quoi. C'était un communiste. Voilà, tout simplement. Et à la fin, vraiment, de ça, il est retourné dans une vie plus universitaire, à enseigner la physique aux plus jeunes et essayer de se repentir, quoi, parce que il avait tué 200 000 personnes. Voilà, donc oui. Après, il est reparti à une vie plutôt normale. Heureusement. Donc voilà pour cette petite histoire sur la genèse des bombes nucléaires. Oppenheimer est en vrai un personnage, on a l'impression de connaître son nom, mais on sait jamais vraiment trop qui c'est. Voilà, maintenant vous savez, c'est le papa des bombes nucléaires, quoi. Souvent aussi, quand on parle des bombes nucléaires, on pense à Einstein, mais en vrai, il n'y a pas énormément contribué. Il a fait certes beaucoup de travaux sur l'atome, mais il n'y a pas énormément contribué. Parce que lui, il était beaucoup plus pacifiste, donc il n'a pas travaillé dessus, quoi. C'était pas son délire. Compréhensible aussi. En tout cas, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, d'ailleurs. C'est quand même un sujet assez terrible, mais bon, ça fait partie de l'histoire, donc faut en parler. Puis c'est quand même des sujets qui sont très intéressants, même si c'est horrible, c'est quand même hyper intéressant, je trouve. Comme d'hab, évidemment, j'ai résumé à fond. Je vous invite à creuser le sujet si vous avez envie. Mais j'ai résumé à fond. Il s'est passé plein d'étapes, il y a eu plein de problèmes à Los Alamos, etc. C'est un délire, la construction de plutonium, c'est un délire et tout. C'est hyper complexe. Je vous ai résumé dans une vidéo de peut-être 15 minutes. Oui, c'est compliqué de résumer, mais je suis obligé. Un film sur Oppenheimer va sortir, c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. La distribution est plutôt incroyable, donc je pense que ça va être un bon film, surtout que c'est Nolan le réalisateur, le papa derrière Interstellar, Inception, Tenet, Dunkerque, enfin bref, tous ces films plutôt connus. Et ben voilà, en juillet, un film sur Oppenheimer avec Cillian Murphy, qui va jouer Oppenheimer je crois, va sortir, donc j'espère que ça va être un bon film. Je vais aller le voir évidemment. Enfin bref, voilà. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, en espérant que cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, tout simplement. Allez, on se dit à plus. Et à plus. Allez, bisous tout le monde.